Après toutes ces interventions impressionnantes, je dois dire, alors moi je ne suis ni une politiste, ni une praticienne, ni une philosophe, je suis journaliste, donc je vais vous raconter peut-être une histoire qui va illustrer ce que vient d'expliquer, d'exposer brillamment Camille. Et cette histoire, elle s'insère dans ce cadre géopolitique. Et cette évolution de la notion d'ennemi, pour moi, c'est un peu l'histoire de l'ennemi oublié, et je vais prendre le cas allemand, l'exemple allemand, avec la Russie. Donc j'aime beaucoup l'intitulé de cette conférence parce que Jamais sans mon ennemi, je trouve que ça résume parfaitement le XXe siècle en Europe. Je me limite au continent européen parce que bien sûr il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ailleurs dans le monde au XXe siècle, notamment la décolonisation, mais on va parler là du continent européen, et on a quand même connu 2 guerres mondiales absolument monstrueuses. Quand on pense aujourd'hui au nombre de millions de morts dans ces 2 guerres, c'est quand même quelque chose de difficile à concevoir. Et puis une guerre froide qui ne faisait pas de morts, mais qui était quand même une guerre où l'ennemi, comme l'a expliqué, vous l'avez tous expliqué, était quand même très identifié, très clair et très présent. Et puis donc 1989, l'ennemi se trouve en très mauvaise posture, une partie de son empire s'effondre. 91, l'ennemi lui-même explose, l'Union soviétique se disloque. Et puis 1990, entre les deux, donc dans cet espace de 2 ans qui était un cataclysme, un séisme européen très important, en 90, donc l'Allemagne se réunifie. Et donc l'ennemi en fait devient l'ami. Et Helmut Kohl a cette phrase qu'il répétera plusieurs fois d'ailleurs, et il dit: pour la première fois, l'Allemagne n'est plus entourée que d'amis. Et donc pour l'identité allemande, pour l'esprit allemand, c'est quelque chose de vraiment très important. Ce changement, il a été fondamental pour nous tous, ce bouleversement de la fin de la guerre froide, de l'explosion de l'URSS et de l'effondrement du communisme. C'est quelque chose qui a une résonance absolument énorme pour tout le monde. Mais je pense qu'on n'a pas bien mesuré à quel point en Allemagne ça a été ressenti d'une manière vraiment identitaire et existentielle. Et donc ça a en particulier remis le projecteur, et ça a amené les Allemands à revoir leur relation avec la Russie. Alors la relation germano-russe, c'est quelque chose de fondamental. Pour moi, c'est vraiment une relation structurante en Europe, au point que les Allemands l'appellent d'ailleurs la relation singulière. Ils ont une expression particulière pour ça. Et la profondeur de cette relation, elle est très sensible déjà à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, dans l'admiration mutuelle que se vouent l'Allemagne et la Russie à leur culture. Il y a une fascination notamment qu'exerce la Russie sur les partisans allemands de la révolution conservatrice à l'époque. Les 2 courants intellectuels russes et allemands se rejoignent dans la détestation d'une civilisation matérialiste un peu superficielle de l'Ouest, et en particulier venant des États-Unis. Cette communauté d'âme survit même à la Première Guerre mondiale. Et donc les élites conservatrices allemandes tournent le dos à la modernité, et pour elles, cette modernité, elle est incarnée par les États-Unis. Et inversement, la Russie tsariste est aussi une référence pour la gauche allemande, mais comme contre-modèle. Karl Marx haïssait la Russie parce qu'à l'époque, la Russie, c'était le fer de lance de la contre-révolution et des forces réactionnaires. Voilà, donc c'est un concept profondément ancré dans la mentalité allemande qui veut que l'Allemagne et la Russie soient proches politiquement, historiquement, culturellement. Et cette prétendue affinité avec l'âme russe, on la trouve encore aujourd'hui dans des courants politiques modernes. Je crois qu'il n'y a que les Verts en Allemagne aujourd'hui qui soient vraiment immunisés contre ce concept.
Alors, sur ce background historico-culturel de la relation germano-russe se greffe le poids de la mémoire et évidemment celui de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on aborde une dimension presque psychanalytique de la relation germano-russe qui est ce sentiment de culpabilité des Allemands. Donc, quand vous parlez à des responsables politiques allemands ou des intellectuels, souvent de la Russie, ils commencent tout de suite par par poser une sorte de postulat qui est 27 millions de soviétiques ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale au nom de l'Allemagne. Voilà, c'est un poids qui pèse sur les épaules, sur lequel ils ont fait un énorme travail de mémoire. Il y a eu plusieurs étapes dans ce travail de mémoire. Il y a eu d'abord le déni, il y a eu l'effroi, et puis il y a eu quand même un travail très important qui fait qu'il y a ce sentiment de culpabilité qui est pratiquement structurel et qui a un biais aussi, c'est que quand les Allemands disent 27 millions de Soviétiques, ils pensent 27 millions de Russes. Et donc il y a un prisme russe dans cette relation. Ils oublient que dans les 27 millions, il y avait aussi des Ukrainiens, il y avait des tas d'autres catégories de population. Donc tout est vraiment dirigé vers la Russie. Et à cette... oui, il y a aussi qui complique. Il y a plusieurs choses qui compliquent cette relation. C'est pour ça qu'elle est vraiment intéressante à étudier. C'est qu'il y a, en plus de ce sentiment de culpabilité, il y a la découverte finalement que la Russie a aussi commis des monstruosités. Mais les Allemands, eux, ils ont été jugés, ils ont été condamnés pour les monstruosités qu'ils ont commises. Ils ont au XXe siècle, ils ont pratiquement expié leurs fautes. Ils ont ce poids qui continue de leur peser encore au XXIe siècle sur les épaules. Les Russes, non. Hein, on n'a pas fait... il n'y a pas eu de Nuremberg du stalinisme, et les Ukrainiens en parlent encore aujourd'hui beaucoup. Donc, il y a ce problème de cette espèce de miroir du totalitarisme, des deux totalitarismes européens, l'allemand et le russe du XXe siècle. Et puis il y a aussi, qui complique cette relation, une gratitude, un sentiment de gratitude qui est celui de la réunification. Parce que finalement, si l'Allemagne a pu se réunifier en 1990, c'est parce que Gorbatchev l'a laissé faire. Donc, on doit, quand on est allemand, on a l'impression qu'on doit un peu ça à la Russie aussi, donc on doit lui être d'une certaine manière reconnaissante. Et Poutine s'est parfaitement remué le couteau dans la plaie quand il dit c'est avec l'accord du peuple russe que vous avez pu vous réunifier. Bon, bien entendu, le peuple russe, je ne crois pas qu'il ait jamais été consulté là-dessus, mais enfin, voilà, il sait jouer de cette complexité du sentiment allemand vis-à-vis des Russes. Voilà, donc dans tout ce contexte, l'ennemi s'écroule et on a très envie à Berlin, évidemment, de le revoir devenir à nouveau un ami. Non seulement on n'a plus envie d'avoir des ennemis, comme Camille l'a expliqué tout à l'heure, mais en plus celui-là en particulier, on va enfin pouvoir renouer ce lien très profond et très fort qu'on avait avec lui. Et donc il y a un moment, vous avez parlé tous les deux du discours de Poutine à Munich en 2007, mais avant ça, il y a eu un discours extraordinaire qui était celui de Poutine au Bundestag en 2001, le 25 septembre 2001. Poutine est donc président depuis 9 mois de la Russie. Il a encore une très bonne image en Occident parce qu'on se dit qu'il est en train de remettre de l'ordre dans ce chaos absolument terrible des années 90 et de la décennie Yeltsin, et qu'on va pouvoir sans doute faire des affaires avec lui, et des affaires aussi plus tard d'ailleurs. Et donc, j'y reviendrai. Et donc, Poutine est invité, c'est la première fois qu'un président russe est invité au Bundestag. Alors, il y a d'abord un élément
il faut voir ce qu'est le Bundestag. Il y a encore dans cette enceinte les graffitis des soldats de l'armée rouge qu'ils ont écrits au moment dans les dernières heures de la bataille de Berlin, et ces graffitis sont soigneusement sauvegardés, restaurés par l'Allemagne comme témoignage de l'histoire. Donc c'est un lieu très, très symbolique, très historique. Poutine arrive et on peut voir ce discours sur YouTube et je vous recommande de le regarder si vous avez la possibilité parce que c'est vraiment dans la gestuelle, le body language de Poutine, c'est extraordinaire. On se dit finalement ce type est un comédien formidable. Et donc il arrive avec son petit costume, il a un côté gauche un peu très humble. Il tranche totalement avec ce qu'on connaît des leaders soviétiques. C'est pas même physiquement, ça n'a rien à voir avec Brejnev et Andropov. Et donc il commence ce discours en russe, il explique à quel point, enfin il parle de son amour pour l'Allemagne, et son amour est tel d'ailleurs que tout d'un coup, grande surprise, il se met à parler allemand. Il dit d'ailleurs je vais maintenant utiliser la langue de Goethe, de Schiller, de Kant, et il poursuit son discours dans un allemand parfait. Et les Allemands qui sont là sont tellement conquis, tous les députés, mais il y a aussi beaucoup de gens dans les tribunes, qu'ils oublient complètement comment il a appris l'allemand, simplement comme officier du KGB à Dresde pendant 5 ans en RDA. Et donc, voilà, pour moi, ce moment, il y en a plein d'autres, bien sûr, mais ce moment est un symbole, symbolise très bien cette disparition de l'ennemi et ce retour de l'ami. En plus, comme nous sommes donc le 25 septembre 2001, c'est-à-dire 15 jours ou 2 semaines après le 11 septembre 2001, et comme Camille l'a dit tout à l'heure, on vient de se découvrir ou les États-Unis, en tout cas pour l'instant, viennent de se découvrir un ennemi, un vrai. Donc, tout concourt à vouloir redécouvrir et renouer avec cet ami. Voilà, donc cette amitié va se développer, bien sûr avec le reste de l'Europe, mais particulièrement avec l'Allemagne, parce que Poutine a très bien compris que c'est par l'Allemagne qu'il peut rentrer en Europe. Et non seulement parce qu'il connaît l'Allemagne, mais évidemment à cause du poids de cette Allemagne réunifiée maintenant dans l'Europe et dans l'Union européenne. Et donc va se nouer cette relation commerciale qui est d'abord une espèce de continuation de l'ost politique de Willy Brandt, qui était là aussi, qui était une forme de relation germano-russe et germano-soviétique à l'époque très, très particulière et très intéressante. L'ost politique, c'était d'une certaine manière, on peut la résumer par le changement, par le rapprochement. Et cette formule-là va être pervertie en devenant le changement par le commerce. Et donc le commerce, c'est bien sûr beaucoup de commerce d'entreprise, mais c'est aussi une relation énergétique très forte qui va se nouer, qui est celle du gaz, avec bien entendu ce gazoduc Nord Stream 1 puis Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne, pour amener le gaz russe en quantité absolument illimitée et surtout à des prix vraiment très très intéressants pour l'industrie allemande. C'est un gaz vraiment pas cher, et c'est sur ce gaz russe finalement que se fonde la prospérité de l'industrie allemande, qui devient complètement dépendante de ce gaz russe. Alors d'abord, c'est ce processus est lancé par Gerhard Schröder, qui lui est totalement dans la main de son ami, vraiment. C'est un ami personnel. Poutine est devenu vraiment un ami personnel de Gerhard Schröder, au point que cette amitié se poursuit encore. Je ne sais pas si elle se poursuit aujourd'hui, parce que Schröder est maintenant vraiment au banc de la société allemande, mais encore que, pas partout. Mais enfin bon, il est largement discrédité. Mais en tout cas, ils sont allés chacun à l'anniversaire de l'autre chaque année. Ce sont vraiment des vrais amis personnels. Donc cette politique est lancée par Schröder, mais elle est poursuivie, entretenue et même
approfondie par Angela Merkel, qui, elle, n'a pas du tout la même relation avec Poutine. Elle a grandi, même plus que grandi, puisqu'elle a vécu dans un système communiste, celui de la RDA, jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc elle connaît ce système parfaitement et elle sait qui est Vladimir Poutine. Elle est beaucoup plus lucide que Schröder, bien sûr. Elle n'a pas du tout le même genre de relation avec lui, mais elle donne quand même la priorité. Alors, elle n'est pas dans la même relation d'amitié avec Poutine, mais elle est dans ce schéma aussi qui est que la Russie n'est plus une ennemie, c'est une amie, c'est une partenaire avec laquelle on fait des affaires, avec laquelle on a un lien de dépendance. Voilà. Et donc l'ennemi a été oublié. Ce qui fait que pendant toutes ces années aussi, en Allemagne, comme ailleurs en Europe occidentale d'ailleurs, les budgets militaires diminuent énormément et sont consacrés au renforcement de l'État-providence, renforce des budgets sociaux, etc. Et donc, on baisse la garde et on n'écoute absolument pas ceux pour qui l'ennemi est resté l'ennemi, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale, les anciens pays les anciens membres du pacte de Varsovie, en particulier. Je suis trop longue? Non. Tu me dis. La Pologne, les pays baltes, et eux, on peut dire que l'expression « jamais sans mon ennemi », elle existe toujours, elle ne les a jamais quittés parce qu'en particulier la Pologne, bien entendu, qui tout au long de son histoire a vécu tellement de démembrement, de dépeçage et a même quelquefois disparu. Et donc, l'ennemi est toujours là, même si c'est devenu un partenaire, même si c'est un partenaire dans l'OTAN, l'Union européenne a des relations aussi, mais ça reste dans le psyché de ces pays-là un ennemi. Et donc ces pays avertissent l'Allemagne notamment, avertissent la France, avertissent les pays d'Europe de l'Ouest et leur disent « mais faites attention, il a l'air comme ça, mais derrière c'est toujours le même dessin, c'est toujours la même vision et la même ambition impérialiste. » Et notamment, j'ai interviewé pour le livre qu'a cité Jean, un ancien président polonais, Alexandre Kwaśniewski, qui était président de 1997 à 2002, qui est un ancien communiste lui-même, un communiste réformateur, et puis qui s'est reconverti en social-démocrate après l'effondrement de l'Union soviétique, et qui a été élu tout à fait démocratiquement en 1997 président de la République polonaise. Et donc en 2002, il est déjà président depuis 5 ans, et Poutine est jeune président, comme il dit, depuis 1 an et demi à peu près, et il fait escale en revenant d'Asie à Moscou et il décide de voir Poutine. Et donc il passe, il parle russe, puisqu'il est un ancien communiste, Kwaśniewski, donc il passe une partie de la nuit à discuter avec Poutine. Et donc il demande à Poutine, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, quels sont tes objectifs vraiment, toi, pour la Russie? Alors Poutine lui dit, d'abord, rétablir le rang de la Russie sur la scène mondiale parce qu'elle a perdu beaucoup de prestige, etc. Donc Kwaśniewski se dit oui, c'est tout à fait logique et méritoire. Et puis deuxième objectif, il lui dit je voudrais rétablir la Grande Russie. Et il explique, enfin en russe c'est Velikaya Rossiya. Il utilise cette expression qui date de l'Empire. Et là, le Polonais, qui est Kwaśniewski, bien qu'ancien communiste, là, tous les signaux rouges s'allument. Il se dit, mon Dieu, il veut rétablir la Grande Russie, ça veut dire c'est un vrai dessein impérialiste, et il sait quel territoire ça peut recouvrir, etc. Donc là, il s'inquiète vraiment. On est en 2002, et il va après en parler à ses partenaires ouest-européens. Mais évidemment, cela ne... Alors lui-même est surpris par cet aveu, par cette vision qu'exprime Poutine.
mais il se dit quand même c'est inquiétant, donc il en parle aux autres, mais personne ne l'écoute, tout le monde lui dit mais oui, mais vous les Polonais, vous êtes des grands brûlés de l'histoire, vous êtes obsédés par tout ce qui vous est arrivé, vous êtes russophobes, etc. Et donc finalement il n'en parle plus parce qu'il se rend compte que c'est pas vraiment la peine. Voilà, et donc, je regarde où j'en suis, oui, je vais m'arrêter. Oui, il y a l'Allemagne se retrouve finalement dans cette décennie, à partir de 2014, à continuer à entretenir cette illusion, mais quand même avec le problème de l'annexion de la Crimée, de l'invasion de la Géorgie en 2008. Et puis, alors Angela Merkel s'engage dans ce processus de négociation avec François Hollande, qui est le processus de Minsk, en se disant on va y arriver, on va quand même... c'est vrai que cet ami commence à se comporter de manière pas très recommandable pour un ami, mais on va arriver à le ramener à la raison par la négociation. Ces négociations durent, traînent, etc. et ne mènent jamais à rien. Et finalement, à force de fermer les yeux et les oreilles, on arrive à cette situation de la guerre du 24, de la guerre à grande échelle, comme disent les Ukrainiens, l'invasion du 24 février 2022. Et là, on a une Allemagne qui est en état de choc total, beaucoup plus que nous. Cette invasion a été un choc pour toute l'Europe, mais là, à nouveau, pour l'Allemagne, c'est un choc absolument terrible parce qu'ils n'ont absolument pas vu venir, ils n'ont pas voulu voir venir, et surtout ils se rendent compte que cet ennemi qui était devenu un ami et avec lequel on a entretenu des relations si proches, y compris dont on est devenu complètement indépendant sur le plan énergétique, est en fait se comporte comme un ennemi. On a encore du mal à le reconnaître. Alors il y a quelques intellectuels allemands qui essayent qui découvrent en fait cette vérité. Et il y en a un, j'en citerai un parce que je trouve très impressionnant. Il a écrit un livre formidable qui est édité chez Gallimard, c'est Karl Schlöger, qui est donc un historien. Son livre, enfin il a fait plusieurs livres, mais ce livre dont je parle, c'est L'avenir se joue à Kiev, je crois que ça s'appelle. Oui. Et il explique qu'il a été victime, comment il a été victime du complexe russe, qu'il appelle le complexe russe de l'Allemagne, que j'ai décrit tout à l'heure. C'est que lui-même a consacré toute sa vie d'historien à la Russie, à quel point il explique comment il a été fasciné par cet objet d'étude qu'est la Russie, et au point de n'avoir pas vu qu'il y avait d'autres pays que la Russie. Je vous parlais tout à l'heure de ces soviétiques qui étaient vus, ces victimes soviétiques qui n'étaient vues que comme des victimes russes, et lui-même s'était laissé prendre comme ça. Et il a découvert, en 2014, quand il y a eu l'annexion de la Crimée, l'intervention dans le Donbass, il a décidé d'aller, où des amis l'ont emmené en Ukraine, et il a découvert qu'il y avait un vrai pays, une vraie nation qui s'appelait l'Ukraine, et qu'il avait complètement ignoré, alors que c'est entre l'Allemagne enfin entre l'Allemagne, la Pologne et la Russie. Et donc il est très honnête, je trouve, la manière dont il raconte sa découverte de ce complexe russe assez extraordinaire. On voit que c'est très douloureux pour lui. Et quand on lui demande, j'ai eu l'occasion de lui demander, mais est-ce que vous pensez, vous êtes débarrassé du complexe russe, est-ce que vous pensez que votre pays en a fini avec le complexe russe? Il dit non, malheureusement non, et en particulier le leadership de mon pays, notamment le chancelier Olaf Scholz, qui effectivement a beaucoup de mal. Alors il y a eu cette réaction, et j'en terminerai par là, cette réaction très impressionnante du chancelier Scholz 3 jours après le 24 février 2022, où il a fait ce grand discours annonçant une Zeitenwende, une nouvelle ère pour l'Allemagne. Donc c'était en fait la traduction de ce choc allemand, de l'invasion russe, et c'était en 3 jours. Hein, c'était quand même très très spectaculaire pour l'Allemagne, pour un chancelier social-démocrate, héritier de Willy Brandt, etc., de l'Ostpolitik, façonné par l'Ostpolitik, de dire bon, en fait tout s'écroule, on s'est trompé,
Maintenant, nous abordons une nouvelle ère. Nous allons arrêter le gaz russe, terminé. Et je dois dire, en un an, ils ont tout à fait changé leur mode d'approvisionnement énergétique. Et puis, on va rebâtir notre défense parce que, comme le chef d'état-major des forces armées allemandes, à ce moment-là, a dit, nous sommes nus, hein, parce qu'il n'y avait plus rien. Donc, on va dépenser 100 milliards d'euros à rebâtir notre défense, etc. Tout le monde très impressionné, mais en réalité, 2 ans et demi après, le contrat n'a pas été tenu. Et qu'est-ce qu'on voit? Scholz qui téléphone à Poutine il y a 10 jours, une semaine, 10 jours, et qui choque. Alors là, il faut voir, j'étais en Pologne la semaine dernière, cette semaine, il faut voir comment les Polonais ont réagi à ce coup de fil Scholz-Poutine. Pour eux, c'est la trahison. En fait, ils ne comprennent pas. Donc, on revient à cette relation très compliquée russo-allemande. Et je termine en faisant le lien avec la première intervention, celle d'Asma. Et au moment où les Allemands doivent se demander, est-ce que notre ami qui est redevenu notre ennemi, mais maintenant, est-ce qu'on pourrait pas essayer de renouer avec lui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en Allemagne qui ont encore ce grand espoir. Mais voilà que un autre pilier s'écroule à l'ouest, et c'est le pilier de la relation germano-américaine, parce que toute la sécurité de l'Allemagne a été confiée aux États-Unis après la guerre. Toute leur sécurité repose sur les États-Unis. Ils ont espéré que le premier mandat Trump, qui s'est très mal passé pour eux, vous vous rappelez à quel point Merkel était persécutée par Trump, qui en faisait une véritable obsession, notamment à cause de l'industrie automobile allemande. Ils ne supportent pas les Mercedes et tout ça, c'est un truc qui ne peut pas. Mais ils se sont dit, c'est une exception, c'est une aberration, on est revenu avec Biden à quelque chose de normal, et tout va bien se passer. Et on va retrouver nos amis à l'Est, à l'Ouest, et à nous. Bon. Mais non seulement on a un ennemi à l'Est, mais maintenant on a quelque chose à l'Ouest. Je ne sais pas si on peut considérer, je n'irai peut-être pas aussi loin qu'Asma, sur est-ce que les États-Unis sont maintenant l'ennemi de l'Europe et notamment de l'Allemagne. En tout cas, il y a une chose avec laquelle je suis entièrement d'accord, qui est que l'Allemagne est amenée à se redéfinir, à se interroger à nouveau sur son identité et sur sa place en Europe et dans le monde par ces deux amis ennemis. Voilà, merci. Merci beaucoup.